Pile 8h30 ce lundi matin 25 juillet, notre invité est Éric Woerth, député Renaissance du département de l'Oise et ancien ministre du Budget. Monsieur Woerth, bonjour. Bonjour. Monsieur Woerth, alors on a des questions de politique à vous poser. Certes, moi qui suis quelqu'un qui est les pieds sur terre, je voudrais d'abord vous poser des questions de simple pratique. Quand vous avez entendu la ministre de l'Environnement nous dire que désormais les magasins qui font de la climatisation devraient fermer leurs portes, est-ce que vous êtes comme moi tombé de votre chaise dans la mesure où Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a plus d'une dizaine d'années, avait déjà pris des arrêtés dans ce sens-là et qui semble-t-il sont restés lettres mortes? Ils ont été oubliés, sans doute, donc il faut le rappeler, c'est des mesures de bon sens. C'est des mesures de bon sens, comme d'éteindre d'ailleurs les vitrines. Beaucoup de villes le font déjà. Elle avait fait ça aussi, Anne, quand même, hein, pareil. Oui, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas appliqué? Dans beaucoup de villes, c'est appliqué. Dans beaucoup de villes, c'est appliqué. Hein. Regardez dans les centres-villes. Il faut du bon sens, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Chacun détient une part de la vérité dans le domaine de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Dans sa propre vie quotidienne, quand vous triez vos déchets sur d'autres sujets, quand vous triez vos déchets, vous le faites chez vous, avant personne ne le faisait. Donc ça nécessite un effort collectif de comportement. Et c'est ce que rappelle la ministre à juste titre. De temps en temps, faire un peu preuve de bon sens, c'est pas mal. Oui, mais enfin, on a l'impression que le jour où le baril de pétrole va rebaisser, la gabegie redémarrera comme avant. Alors, je pense pas, parce que c'est pas une question uniquement de prix du baril de pétrole, c'est un problème d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est ça la question. Donc, si d'ailleurs le baril baissait à un moment donné, c'est aussi un contre-signe en termes de prix vis-à-vis des énergies renouvelables. Donc on voit bien que c'est bien plus profond que cela. La prise de conscience, on le voit chacun dans son entourage, partout. La prise de conscience, elle est assez collective dans le domaine du climat. On le mesure par les températures qu'on subit, mais on le mesure aussi plus globalement dans l'ensemble des reportages qui ont lieu tout le temps. Donc il y a une prise de conscience collective, nationale, mondiale aussi, je pense, pas partout, mais mondiale, qui fait qu'il faut réduire la consommation de carburants fossiles. Éric Woerth, parlons de la loi sur le pouvoir d'achat, si vous le voulez bien, entre autres. Commençons par là. Donc, vous avez voté, peut-être vous, en tout cas, l'Assemblée a voté, entre autres, la fin de la redevance télévisée, qui est de 136 €, si je ne m'abuse. C'était une promesse du président de la République, une promesse de campagne. C'était en fait pas particulièrement demandé par les utilisateurs, parce que ça fait 35 centimes par jour, ce qui est quand même pas le bout du monde. Et le résultat, c'est que maintenant, on va la financer par la TVA. Est-ce que ça a une logique quelconque, une chose pareille? En tout cas, on est au bout d'un système dans le domaine de la redevance. Soit il fallait modifier la redevance, soit il fallait faire autre chose. Elle porte uniquement sur les téléviseurs, parce que chacun le sait bien, tout le monde... en réalité, ça fait des années qu'il y a des débats là-dessus. L'élargissement, par exemple, quand vous achetez une tablette, quand vous achetez un téléphone. Voilà, on a maintenant beaucoup de canaux disponibles pour regarder l'information. Beaucoup de gens indiquaient d'ailleurs qu'ils ne regardaient pas les chaînes publiques, donc ils considéraient qu'ils ne devaient pas être taxés, ils ne devaient pas payer. Bon, on était un peu au bout d'un système. Donc les 138 € qui sont supprimés, c'est du pouvoir d'achat de plus, et c'est tant mieux. Alors le remplacement de ces 3,7 milliards à peu près, c'est évidemment un sujet. La TVA est de moins en moins utilisée par l'État. Parce qu'elle compense les collectivités locales, et maintenant elle va compenser la redevance. Bon, c'est un sujet. En réalité, ça rentre dans le budget de l'État, et puis une compensation par des fractions de TVA, mais on voit bien que le système peut avoir évidemment ses limites. Vous pensez que ça va être compensé euro pour euro? Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, à peu près 90% des recettes de TVA étaient affectées à l'État. L'État, c'est pas une gabegie, hein, il finance les services publics qu'on consomme tous au fur et à mesure du temps. Et la France est un grand pays de services publics. Aujourd'hui, la TVA, elle doit à peu près être affectée à 50 ou 55% à l'État. Donc voilà. Donc on voit bien que à un moment donné, il faut aussi bien réfléchir à consolider les recettes de l'État. Moi, j'y tiens évidemment beaucoup. On ne peut pas baisser les impôts, parce que les impôts, ils baissent plus tôt, et ne pas avoir une vision sur les recettes de l'État. Alors, les recettes, c'est par principe sur l'activité.
On doit Oui. la faire peser sur l'activité, pas par l'augmentation des taux. On est déjà un pays surtaxé. Mais il faut aussi quand même que l'État puisse prendre sa part. Chaque acteur ne peut pas demander une compensation. Quand les collectivités demandent des compensations pour l'augmentation du point d'indice ou pour l'augmentation du RSA, bah, il y a un moment donné, elles doivent aussi prendre leur part Mais enfin, les collectivités de locales, l'effort national, quitte d'ailleurs à avoir en échange plus de liberté, plus de responsabilité, par exemple dans le domaine des fonctionnaires. Si les collectivités considèrent qu'elles peuvent gérer leurs propres fonctions publiques, peut-être que c'est un débat qui peut s'engager sur la fonction publique territoriale. enfin, le fait est que la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, qui a été fait sans grande concertation, les collectivités locales ne l'avaient pas demandé. Et elles se Non, retrouvent... voilà. il fallait évidemment dans ce cas-là compenser évidemment leur manque à gagner. Et ça a été fait maintenant qu'on a un peu de recul. Et ça a été fait et ça a été le cas. En tout cas, tout ça portera, je pense, à un moment donné, un vrai débat sur les recettes de la nation, les recettes des collectivités territoriales, la capacité à payer l'impôt. Enfin, tout ça est un sujet fondamental dans un pays qui doit quand même globalement baisser le niveau des prélèvements obligatoires. Les recettes de la sécurité sociale aussi. Il n'y a pas un débat à l'Assemblée nationale où on ne parle pas de désocialiser, c'est-à-dire de retirer des charges sociales de tel ou tel revenu. C'est important pour inciter. On peut aussi se rattraper par le fait qu'il y a plus de gens qui travaillent, donc in fine, il Bien sûr. y a plus de cotisations qui rentrent, et c'est le cas aujourd'hui. Mais on ne peut pas retirer les charges sociales sur tout le temps, parce que c'est le financement de notre sécurité sociale. Éric Woerth, ce matin, vous l'avez peut-être entendu, Stéphanie Villers, notre chroniqueuse économique, faisait état d'un rapport qui montrait que la baisse de 18 centimes du prix du litre d'essence depuis le 1er avril avait essentiellement, en tout cas plus, bénéficié aux gens aisés qu'aux gens modestes, parce qu'ils ont de plus grosses voitures et qu'ils roulent plus. On va encore leur mettre une baisse bientôt. Total, plus le gouvernement, etc., pour parvenir à plus 50 centimes de discount. Ça va encore bénéficier aux plus riches. C'est un pas rapport bien, du ça. Conseil d'analyse économique. Bah, les plus riches, alors, à un Bah, moment donné, les il faut moins faire attention à toutes ces expressions, parce qu'au fond, on est toujours le riche de quelqu'un. On est toujours le riche de quelqu'un, ouais. c'est vrai. Même à très peu. Donc il faut faire très attention à ça. Bah, ils roulent plus, donc en général, ils ont des voitures un peu plus grosses, qui consomment un peu plus. Donc c'est évidemment, ça profite un peu plus pour les déciles les plus importants. Maintenant, ça profite à tout le monde. Les 18 centimes, ça profitait à tout le monde. C'était un choix de l'État, qui est un choix, me semble-t-il, dans un premier temps, qui était très, très judicieux, parce que c'était très compliqué d'aller cibler. Moi, je suis quand même pour le ciblage. Ouais. Parce que quand on n'est pas en train, là, d'augmenter la capacité de tous à gagner plus. Non. C'est un autre sujet, c'est un sujet structurel qui demande des réformes puissantes. Beaucoup sont engagés, d'autres doivent l'être, et c'est, je crois, l'enjeu du quinquennat du président Macron. Mais on est en train d'essayer de se protéger contre un pic d'inflation, et c'est vrai qu'il est mieux d'avoir des mesures temporaires, en principe, on peut les retirer quand le fait générateur n'existe plus, et puis des mesures ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce que voulait faire le gouvernement. Et à juste titre, Bruno Le Maire l'avait annoncé d'ailleurs à plusieurs reprises, c'était d'avoir des mesures pour ce qu'on appelait les gros rouleurs, c'est pas formidable comme expression, enfin en tout cas ceux qui roulent beaucoup, pour aller notamment à leur travail, puisqu'on met toujours en avant la valeur travail, qui était une vraie valeur sarkozyste, qui est devenue une vraie valeur macroniste, et que donc il fallait cibler. Bon, c'est jamais très simple de cibler, il faut aller chercher la bonne personne au bon endroit, sans se tromper, donc c'est pas simple, ça demande évidemment beaucoup plus de temps. Il s'avère que nous ne sommes pas en majorité absolue. Donc on n'a pas les moyens de décider tout seul. Il s'avère que le groupe LR voulait bloquer le prix de l'essence à 1,50 €. Bon, on va y arriver à l'automne, d'ailleurs. C'était une drôle d'idée de bloquer un prix de l'essence. C'était évidemment pas possible. Mais par contre, le groupe LR souhaitait qu'il y ait plutôt une diminution globale pour tout le monde, prétextant des Mais monsieur moyennes, sur ce point-là, pardon, mais sur ce point... Et c'est ce qui a finalement été fait, en passant de 18 à 30 centimes. C'est une mesure générale qui couvrira tous les Français. Elle n'est pas ciblée, mais elle est aussi temporaire. Elle fonctionnera pour septembre et octobre. Elle sera après réduite au fur et à mesure du temps. Et je pense d'ailleurs que l'État en profitera pour regarder un peu plus comment mieux cibler
sur les Français qui en ont le plus besoin. Je pense aux Français dans la ruralité, Oui. je pense aux Français qui vont travailler tous les jours avec leur véhicule, même s'il y a d'autres instruments pour les aider, et qu'on arrivera à cibler de plus en plus, parce que cette crise, elle va durer. Personne ne pense que l'inflation va s'arrêter en octobre. Donc elle va durer, donc on va devoir dépenser moins, parce que c'est l'argent de tout le monde aussi, hein. C'est l'argent de la France, c'est l'argent des Français, et c'est de l'argent qu'on emprunte. Donc il faut dépenser moins, il faut continuer à soutenir le pouvoir d'achat de ceux qui ne peuvent pas vivre avec ces niveaux d'inflation, tout faire pour évidemment réduire l'inflation. Donc il y a un travail considérable. Mais le ciblage est un point très très important dans des mesures Excusez-moi, mais de pour compensation. cette question du ciblage, vous nous le dites encore ce matin, vous étiez très favorable, Bruno Le Maire était favorable, le gouvernement était globalement favorable à cette mesure de ciblage. Oui. Et ça paraissait une mesure de bon sens. Mais en fait, vous avez, là pour le coup, cédé sous la pression de vos anciens amis des Républicains. C'est parce que vos anciens amis des Républicains ne voulaient pas de cette question du ciblage. On se demande d'ailleurs un peu pourquoi, mais là c'est un renoncement. C'est une défaite aussi à ce niveau-là. Parce que le ciblage, et vous l'avez dit, c'est plus juste. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je note qu'à peu près toutes les mesures que présente le gouvernement, à la fois sur le texte pouvoir d'achat comme sur le texte de loi de finances rectificative, sont votées. Donc ça prend du temps, hein, c'est sûr, mais c'est voté. Donc c'est ça qui est très important. Quand on parle d'esprit de compromis, tout le monde parle d'esprit de compromis, ça veut dire créer un peu de consensus, c'est ça que ça veut dire. Oui. Alors on peut dire qu'en faisant un pas l'un vers l'autre, on perd chacun un mètre, ou alors on a gagné 2 mètres. Donc je pense qu'il faut au contraire considérer que c'est positif, tout simplement parce que c'est la photographie de l'Assemblée nationale telle que l'a voulu les Français. On ne peut que tenir compte de cela. Il y a une négociation, ou en tout cas une avancée, et les LR l'ont accepté. C'est très bien, les LR ont voté le texte pouvoir d'achat, et j'espère qu'ils voteront le texte PLFR, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Et c'est très bien dans une démocratie, au fond. Parler un peu plus, c'est pas mal, même si chacun considère qu'évidemment la mesure qu'il prônait au début était la meilleure. Vous pensez que ce qui s'est passé, le rapprochement dont on a parlé la semaine dernière, il esquisse quelque chose de durable, ou c'est justement du cas par cas et que finalement, comme l'a dit Olivier Véran tout à l'heure, le prochain débat, il verra un rapprochement avec éventuellement la gauche? En fait, le consensus, il peut naître avec tout le monde. En dehors de LFI, quand même, plutôt y compris avec le Rassemblement national ? Un peu débraillé. Et puis, de l'autre, le Rassemblement national, qui n'a rien perdu de... il y a beaucoup de... on ne partage pas du tout les mêmes opinions, même s'ils votent d'ailleurs eux aussi, hein, point par point, article par article. Le Rassemblement national, il apporte ses voix, mais ce n'est pas dans un contexte d'accord politique. Avec LR, il y a eu un travail qui a été réalisé par le ministre, par la première ministre, par les présidents de groupes. C'est très bien d'arriver à des solutions. Les Français, ils ont besoin de voir des réformes se faire, et tout le monde y a intérêt. La question est-ce que ça augure de quelque chose de durable ou pas ? LR hérite l'héritage politique de LR est considérable. J'en ai fait partie pendant très longtemps, et je fais partie de cet héritage. C'est beaucoup de choses. Et l'intérêt général, il domine. Et l'intérêt général, c'est que les Français soient protégés contre la surinflation, et puis que les réformes de fond soient faites. Car la question, elle n'est pas super ponctuelle. La question, elle est aussi structurelle. Lorsque on évoquera le projet de loi de finances à partir de cet automne, on verra aussi. Alors, monsieur Verre, excusez-moi, je répète ma question. Est-ce qu'on va vers un accord plus durable, ou est-ce que ce sera du cas par cas ? Il y a des accords texte par texte, comme ça a déjà été indiqué. Et finalement, au fur et à mesure, si c'est des accords sur chacun des textes, ce sera un peu durable. Maintenant, après qu'il y ait LR qui viennent voter avec la majorité, c'est une bonne chose dans le cadre d'un consensus et d'idées partagées. Si d'autres veulent rejoindre, Olivier Véran faisait référence notamment à la partie du PS qui n'est pas trop nupéisée, je ne sais pas comment dire, c'est possible. Il y a aussi beaucoup de députés non inscrits. Il y a aussi des députés d'un groupe qui s'appelle Lyot ou Lyot. Là aussi, il y a beaucoup de parlementaires qui sont prêts à un moment donné de faire un bout de chemin ensemble pour que la France progresse. On ne va pas rester pendant 5 ans encalaminé. Le président de la République, il n'a pas du tout été élu pour ça, et ce n'est pas son caractère. Monsieur Woerth, sur l'échelle de l'insupportable, lesquels vous tapent le plus sur le système ? Les rassemblements nationaux ou les gens de LFI ?
que l'on dit débraillés, et qui s'habillent pas bien, etc., et qui crient tout le temps. C'est pas le fait de pas bien s'habiller. Enfin, on n'en est pas là, quoi. C'est pas un pensionnat de jeunes filles ou de jeunes garçons. J'ai lu ça aussi. C'est pas ça. Mais on doit quand même un certain respect. L'habillement, c'est un peu un respect. J'arrive pas en tenue de plage. Voilà, je suis à la télévision, donc je dois du respect à nos téléspectateurs. Bon, bah, c'est pareil. On s'habille de façon plus détendue à un moment donné, parce que, mais dans la vie professionnelle, et surtout lorsqu'on représente une partie du pays, je pense qu'on doit avoir, voilà, un habillement à peu près respectable. Ou respectant les autres. Donc il y a quand même pas mal c'est débraillés, et ça braille aussi. Mais il y a surtout une manière de se conduire. Il y a une manière de se conduire. C'est-à-dire que les assemblées d'avant semblaient être composées de gens qui avaient une certaine pratique. Voilà. Et là, les LFI qui arrivent, ils ont l'air de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils veulent donner l'impression de représenter tous les Français, et les Français les plus populaires, alors que les autres représenteraient les bourgeois et les notables. C'est à peu près ça. Il y a d'un côté ceux qui ont du cœur et ceux qui sont sans cœur. Ceux qui comprennent quelque chose et ceux qui comprennent rien à la vie de tous les jours. Non, ils sont là c'est des révolutionnaires. Voilà, chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Les Français ont voté pour eux, donc ils ont tout à fait leur place. Mais ils ont envie de renverser la table. Et en général, quand on a renversé la table, notamment dans l'ensemble des pays auxquels ils ont apporté leur soutien ou dont ils héritent dans l'histoire du monde, on s'aperçoit que tous les régimes qu'ils ont soutenus ou qui relèvent de leur propre idéologie sont des régimes qui se sont terminés dans le sang, qui se sont terminés sur du grand n'importe quoi, massacrant évidemment leur peuple sur le plan social. Et les premiers à payer les conséquences de tout ça, c'est évidemment toujours les plus pauvres. C'est évidemment toujours les plus au-delà de l'aspect idéologique, on peut quand même reconnaître. C'est extrêmement grave en réalité ce qu'ils proposent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et on les combat pied à pied. Parfois, c'est vrai que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux, que chacun s'envoie des choses à la figure. Bon, les débats parlementaires, ils n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Hein. Au-delà de l'aspect idéologique, on devrait tous se féliciter que l'Assemblée nationale soit plus représentative de la population française. Et dans ce cadre-là, l'arrivée d'un certain nombre de députés LFI participe à ça. Mais je ne dis pas le contraire. Ça peut être, on devrait tous jamais remis en cause le fait qu'ils ont été élus à la régulière. Hein. On tous représentent une partie du pays et une partie de la France. Mais enfin, chacun a son parcours personnel, et personne ne peut s'ériger comme l'unique et ultime défenseur des catégories populaires. Je le suis, comme le sont la plupart et tous mes collègues. On a tous un parcours, et c'est évidemment pas acceptable de renvoyer sans arrêt quelqu'un. Le comportement n'est souvent pas acceptable, comme ne sont pas acceptables les propos la plupart du temps, parce que c'est des propos qui parlent uniquement au cœur, et c'est très bien, et il faut le faire. Je ne dis pas le contraire, mais en même temps, on a des décisions à prendre. Éric Woerth. On a des choses concrètes à faire. On a des décisions à prendre. Et tout n'est pas noir et blanc. C'est bien plus compliqué que cela. La réalité des choses, elle est bien plus compliquée que parfois les fantasmes qu'ils en font. Éric Woerth, on a un peu le sentiment que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée depuis les élections de juin, c'était des amuse-gueules inoffensifs, parce que ce qui vient, en l'occurrence la réforme des retraites, à laquelle ni le président ni vous-même, je pense, n'avez renoncé, ça risque d'être, avec ces députés-là que vous venez de décrire, d'une violence extrême, non ? Sans doute, mais il faut la faire quand même. Faut le faire. Je pense qu'on aura une majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Je pense que le Sénat suivra, parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Il y a aussi le Sénat qui joue un rôle extrêmement important depuis toujours, mais en ce moment, évidemment, plus que jamais. Donc, bien sûr, la question, elle est sur les retraites, elle n'est pas tellement à l'Assemblée, elle est dans la population. Oui, aussi. Les gens opposés, évidemment les syndicats, même des syndicats modérés comme la CFDT, qui essayent de montrer qu'ils sont absolument opposés à une réforme qui aboutirait à un moment donné à augmenter l'âge de la retraite. On a besoin de réformer le système de retraite tous les 10 ans parce que c'est la répartition et que les choses évoluent. On a besoin de le faire. Il faudrait dépolitiser tout ça. Il faudrait aussi dire ce que c'est que vieillir au travail, au fond. Être un peu plus âgé dans son travail. On ne travaille pas de la même manière. Les entreprises doivent s'adapter. Toutes les parties prenantes doivent s'adapter. Tous les Français sont parties prenantes dans cette affaire, pour la bonne raison que les jeunes, ils payent les retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc ils espèrent bien avoir la même
même chose dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et pour garantir des systèmes dans 20, 30 ou 40 ans, quand parfois on ne sait même pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est évidemment doit être fondé sur des décisions très très structurelles et qui engagent tout le monde. Il faut être très responsable vis-à-vis de tout ça. Toute petite question simple, Monsieur Woerth. On a vu qu'il y avait des tiraillements ce week-end au sein de la majorité. Est-ce que la guerre est déjà ouverte entre Bruno Le Maire, la guerre de succession entre Bruno Le Maire et Édouard Philippe? Non, pas du tout. Enfin, chacun peut avoir des ambitions et projeter ses ambitions à plus tard. Alors, si ce n'était pas le cas, ce serait la première fois en politique, comme dans plein d'autres sujets, quoi. Mais je veux dire, c'est pas du tout la grille de lecture qu'il faut en avoir. Je pense que dans cette affaire, d'abord, ça a porté sur une petite chose. Tout Pas petit. du tout sur les éléments clés. Et c'est une question assez diable se niche dans fondamentale les du détails. financement des collectivités locales. Je pense aussi que les collectivités locales, à un moment donné, elles doivent être un peu responsables. Elles ne sont pas hors sol. Donc, elles ne doivent pas demander à papa ou maman État de systématiquement venir les aider financièrement. J'ai beaucoup de respect. J'ai moi-même été maire pendant très très longtemps, Gentil, et président oui. d'une communauté de communes. Il y a une partie évidemment que l'État doit, puisqu'elle a retiré un certain nombre de recettes, donc elle doit les remplacer. Mais de l'autre côté, il faut laisser plus de liberté aux collectivités, ce qui veut dire aussi plus de responsabilité pour elles-mêmes. Merci beaucoup Éric Woerth, député Renaissance donc de l'Oise et qui, à une époque, a été ministre du Budget de la République. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Woerth, et un bon été au-delà, puisque vous êtes encore au travail à l'Assemblée pour quelques jours, en tout cas. Merci.